Alors aujourd'hui, composition 82, 16 juin, on va attaquer du bien lourd, du bien dur. L'argent permet tout, c'est la thèse d'aujourd'hui, c'est une thèse d'actualité, souvent décriée, montrée du doigt, et on va essayer d'éviter les clichés tant que possible, hein. Alors, on commence tout de suite, hein, thèse, antithèse, synthèse, vous connaissez notre principe, hein, c'est vu à l'école, c'est accessible à tous, et on essaye de faire ça euh, dans la vie de tous les jours, de faire des choses quotidiennes qui nous concernent. Alors, l'argent permet tout. Dans cette thèse, je verrai donc 4 points, 4 verbes, hein, avoir, pouvoir, connaître et être. Et puis on va faire ces 4 parties. Alors tout d'abord, avoir, bien sûr, avoir une voiture, avoir une maison, mais pas seulement, aussi avoir une éducation pour aller dans les grandes écoles, de la culture pour pouvoir passer dans les réseaux, et aussi une santé, être bien suivi, avoir une santé régulière. Moi, je fais des bilans de santé à l'Institut Pasteur entièrement pris en charge. Je suis un des rares à le faire tous les ans. Mais quand on arrive dans des hautes classes sociales, ils font ça aussi. Ils font leur check-up tous les ans, leur bilan de santé, urine, sang, etc. Et donc, s'ils sont en bonne santé et ils vivent longtemps, c'est aussi qu'ils investissent dedans. Alors le pouvoir, le fait du comique avec Omar Sy, et puis avec son interlocuteur qui était dans un fauteuil roulant, certes riche, mais il n'avait pas beaucoup de pouvoir, il pouvait pas bouger, il pouvait pas se laver. Donc ce pouvoir-là, au-delà de ça, c'est pouvoir partir en vacances, c'est pouvoir passer les frontières. On peut être riche, mais en Chine, c'est oui, mais il y a quand même pas mal de pouvoirs qui sont restreints. Avoir des permis, c'est pour le permis bateau, permis avion, permis camion, pouvoir faire des voyages, mais aussi pouvoir se défendre juridiquement si on est attaqué, avoir une protection, donc des gens qui vous protègent si vous êtes menacé. Tout ça, ça fait partie des pouvoirs. Il y a la troisième partie, le fait de connaître le bon avocat, connaître le bon notaire, mais aussi connaître le bon directeur d'école, connaître tel PDG, ou connaître le maire, qui vous permet d'avoir les autorisations et les accès à des endroits qui sont à la base restreints. Il y a même par exemple pour les gens de nobles familles, avec des titres, des soirées mondaines spécifiques à eux, où seuls eux peuvent entrer. Enfin, quatrième partie, il y a être. Être, c'est simplement avoir les honneurs, donc les titres. Si vous voulez avoir la Légion d'honneur, il faut que quelqu'un vous fasse le dossier. Avoir une reconnaissance, voilà, c'est monsieur Untel. Avoir une visibilité, on voit que c'est lui, une notoriété, les gens parlent de vous à distance. Bon, il est riche. Si on prend Gérard Mullier, j'aime bien cet exemple-là parce que je le connais un peu. Gérard Mullier, il y a une forte notoriété, et ça fait partie en fait de sa richesse. C'est Gérard Mullier, on sait tout de suite classer la personne, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a produit. C'est même d'ailleurs chez les Mullier quelqu'un qui est remarquable, même si dans le groupe Mullier, la famille, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont fait de très belles carrières, mais il reste un peu, il porte quelque chose, une connaissance, une réputation qui fait qu'il est au-dessus du lot. Et c'est justement cette réputation qui fait ça. Alors, dans l'antithèse, l'argent a des limites. Bon, on pourrait une sortie à les limites classiques. On n'achète pas la sincérité, l'amitié, la joie. Moi, je relativise un peu là. Je vous disais qu'on va éviter les stéréotypes et les clichés. Car souvent, on est reconnaissant de recevoir un cadeau, quelqu'un qui nous fait un cadeau, on est reconnaissant et c'est sincère. On est respectueux de nos clients. Bon, si on travaille beaucoup pour quelqu'un, mon père était menuisier, les Ranfins, par exemple, c'était des amis à lui, ils l'ont fait beaucoup travailler chez lui. Il y a une forme de respect par rapport à ça, forcément. Euh, il y a aussi, dans la question de l'amitié, avoir de l'amitié, si plus on a de possibilités, plus on se fait d'amis. Si on fait de la piscine, de l'escalade, de la plongée sous-marine, du hors-board et tout ce qu'on veut, on a plus d'activités où on peut se faire des amis.
que simplement, par exemple, avoir un collectionneur de timbres, c'est une belle passion en soi, mais il y a, les amis des collectionneurs de timbres, même si ça peut faire beaucoup de monde, mais voilà, il y a une question de démultiplication liée à la richesse. Et puis il y a une joie, on dit: oui, la richesse n'achète pas la joie». C'est aussi relatif parce que la beauté, les arts, le confort, tout ça attire de la joie. On est bien assis dans la voiture, on a de la place, là où on va dormir, on a du confort pour se laver et cetera. Tout ça, ça apporte de la joie. Par contre, il y a des choses qui ne s'achètent pas effectivement, l'adéquation entre passion, talent et réussite. C'est la fameuse chanson «Je voulais être un artiste» de Starmania. Il a réussi dans les affaires, il a du succès dans les amours, mais au fond de lui, ce qui lui plaît, c'est vouloir être un artiste et pas être un homme d'affaires. Et donc là, on voit qu'il y a un décalage. C'est pour moi un peu l'idéal du communisme. Si on reprend, il y a un idéal, qui est décrit là-dedans, c'est cette lien, quoi. Avoir une passion dans ce qu'on fait, être un potier, être passionné par la poterie, avoir ce talent, savoir faire des beaux pots, des belles poteries et réussir à travers ça. C'est pas facile. Mais je reste convaincu, moi, dans ma foi de la parabole des talents, que tous les talents sont répartis dans la société. Ça donne un peu l'idéal. Je fais une petite parenthèse sur le communisme là-dessus. Ensuite, il y a une question d'impératif subi à travers la richesse. Il y a une sorte de référentiel commun et une pression sociale qui va venir sur les individus. C'est le classique de la chirurgie esthétique. Elle a l'argent pour le faire, elle devrait le faire, elle devrait se refaire le sein, elle devrait se refaire le nez, il devrait faire des implants. C'est une impératif social. Parce qu'il est riche, parce qu'il peut le faire, il devrait le faire. Mais si elle préfère rester naturelle, c'est son droit. Mais elle doit combattre cette référence sociale. Lui, s'il préfère, par exemple, dormir sous la tente parce que c'est son kiff d'être au milieu de la nature, pourquoi le critiquer? Et on va lui mettre la pression: oui, mais tu peux t'acheter tout ce que tu veux, des super caravanes, tu peux dormir dans des hôtels, tu peux. Oui, mais son trip, c'est de monter sa tente au milieu d'une forêt perdue et d'écouter les chouettes chanter. C'est légitime. Mais il doit toujours se battre là-dessus, se battre contre l'envie, contre la jalousie, pour s'affirmer dans des choses qui lui sont légitimes. Enfin, je pense que c'est le plus gros effet pervers de la richesse. C'est un aspirateur et souvent c'est un aspirateur à crédit. Et le crédit va amener la spéculation. Et c'est quelque chose d'extérieur qu'on a du mal à comprendre. On voit un peu ça sur les personnes populaires qui sont en surendettement. Ils ont pris des crédits, ils ont pris des machins, etc. Mais dans les très riches, combien sont tombés dedans? Beaucoup. Ils sont certes riches, mais ils ont pris beaucoup d'emprunts et ces emprunts les ont amenés à devenir dépendants de d'autres personnes. Ils sont donc certes très riches, mais dépendants de personnes. Je peux pas m'empêcher de parler de Trump parce que on a tout ça en filigrane derrière sur cette composition. Il est dépendant, sa fortune est dépendant d'emprunts massifs à tel ou tel, et forcément, quand vous vous empruntez à des personnes, vous êtes dépendant de ces personnes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments anti-environnementaux qui ont été portés par Trump, simplement parce que ceux qui lui ont prêté de l'argent, c'est des mineurs de charbon, c'est des vendeurs de pétrole, et ils demandent un retour sur investissement, entre guillemets. Je te tiens parce que c'est moi tu me dois autant d'argent, fais passer ça. Donc voilà, riche mais dépendant. Est-ce que c'est l'image de ce qu'on a de la richesse? Je ne pense pas, mais c'est quelque chose qui est très réel et beaucoup de riches sont dépendants de ça. Et donc comment on va essayer de sortir de ça? En fait, il y a une forme de stabilité à avoir dans la richesse et c'est ça qui est difficile quand on arrive dans les hautes classes sociales. Tout d'abord, il faut une responsabilité assumée. C'est les fameux riches qui travaillent. Moi, je travaille, etc. Mais souvent, on entend cette revendication de personnes riches parce que c'est essentiel à leur stabilité. Sinon, on arrive dans des sortes de nouveaux riches, des parvenus. On a une sorte de cinéma
où on sent bien que tout est en toc, tout est faux, et il n'y a rien qui se construit derrière. Et si vous voulez pas tomber là-dedans, hein, tous ces gens-là sont dépendants de personnes derrière qui gèrent leur place, hein, eh ben, il faut que les riches travaillent. Il y a une question aussi de prévisibilité, des revenus qui reviennent. On peut être une très grande star, mais si les revenus ne sont pas là, ben, c'est très difficile. On peut revoir la carrière de Johnny Hallyday, avec beaucoup d'éléments où il a été une très grande star, mais il a eu aussi de très gros moments de creux parce que beaucoup de choses étaient à crédit, étaient en dette, et ben voilà, moi j'ai autant de fortune, mais autant de fortune avec autant de dettes à côté, donc tu dois refaire des concerts, tu dois refaire des albums, tu dois, etc. Et là-dessus, bon ben, prévisibilité, procès, hein, d'énormes procès. On peut citer aussi les cas des inconnus qui ont réussi, puis ils se sont retrouvés en procès, ils ne pouvaient plus tourner à trois parce que ben, c'était un label déposé et 10 années, 15 années de procès, hein, je crois. Et là-dessus, bah, les dépenses, les impôts, les machins, souvent, si vous n'êtes qu'un bon artiste, pas forcément un bon financier, et ben derrière, vous êtes épluché, Florent Pagny, hein, par exemple, vous êtes épluché parce que, ben, en fait, c'est un très grand artiste, mais il n'a pas été un gestionnaire et il n'a pas prévu ça. Il y a des sanctions qui sont crédibles, des risques calculés. C'est-à-dire que ben, si vous arrivez dans la dette, c'est difficile de passer, de faire de grands projets sans la dette. Et ben, il faut calculer et ça demande une certaine humilité de se rabaisser et de prévoir l'échec. Si je me plante là-dessus, qu'est-ce que je fais? Si telle chose ne fonctionne pas, comment ça va? Est-ce que je peux revendre le patrimoine? Et à qui? Et dans quelles conditions? Et comment je vais m'engager pour faire ceci? Est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas, etc. Mon grand-père disait, prévoir le pire, s'attendre au meilleur. Le prévoir le pire demande un très grand recul sur soi et demande une humilité en disant, je peux me planter. Et ça, c'est très difficile quand on arrive sur une forme d'emprunt où il faut tout le temps convaincre les gens que l'on va réussir. Eh oui. Et donc, le dernier point, en fait, pour avoir cette stabilité, c'est une forme de mémoire collective qui permet, en fait, la reconnaissance et la non-autorité. Globalement, c'est le notaire avec l'acte de notarié. En disant, ben voilà, moi je suis propriétaire chez l'acte de notarié qui acte en fait les choses qui sont en dur, hein, ou notaire ou associé, hein, c'est-à-dire des contrats, des machins, des droits, etc. La SACEM par exemple. Euh, ou voir quand vous arrivez dans le très riche, des médias qui vont asseoir votre réputation. Ah, mais c'est un maître artisan. Oh, c'est une star reconnue. Elle vient chez nous. Oh, telle personne est un patron le plus riche, le Français le plus riche du monde. Ben, il passe dans les médias et c'est fortune qui va déterminer les niveaux de richesse. Et c'est leur arbitrage qui va faire foi dans le truc. Alors, bah, si telle œuvre d'art, ils peuvent la mettre à 1000 euros ou à 100 000 euros. C'est fortune, c'est les journalistes qui évaluent ça. Alors, s'il n'y a pas ça, ben, on arrive dans une forme de peur panique, une peur panique de l'échec. Hein, ben, si tu te plantes, ben, c'est pas possible. Ils ne peuvent plus accepter leur échec. Et dans ce fait-là, ben, les investisseurs font rouler les dirigeants. Et donc, comme les dirigeants changent régulièrement, il y a une forme de superficialité des riches. Et ça, c'est souvent reproché à eux, mais vous arrêtez sur les détails. Mais non, parce que, en fait, si vous voulez tenir votre place tout là-haut, eh ben, vous êtes obligé de jouer sur les apparences, sur des détails. Et puis, cette peur va vous véhiculer vers des alliances parfois douteuses. On en a vu aussi des gens qui vont s'associer à des mafias ou des trafics. On en a vu un certain nombre dans les politiques, de gens qui, par exemple, blanchissaient l'argent de la drogue dans leur campagne politique. Alors, en synthèse, en réalité, on va faire une très longue composition parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, et c'est assez compliqué, et je pourrais répondre à vos questions si vous voulez. Donc, en synthèse, en réalité, il y a un contrat de confiance. Derrière l'argent, à la base même de l'argent, il y a une monnaie papier, et il y a, par exemple, et encore plus avec les monnaies numériques comme le Bitcoin, c'est un projet de confiance. Et c'est ça qui est un peu compliqué avec l'Union européenne, qui n'a pas d'armée, c'est que ce contrat de confiance de l'État se base d'abord sur une force. Et cette force militaire,
Eh ben, on a délégué ça aux Américains, mais quelque part, c'est eux qui font la loi, qui disent, bah voilà, là on a vu le dernier accord commercial, ils augmentent les taxes d'importation de 25%, et dans le retour, bah, il n'y a pas de taxes. Et donc les Américains nous disent, bah écoutez, c'est nous qui avons la force, vous êtes obligés d'accepter nos conditions. Complètement injuste, bien sûr, mais comme c'est eux qui ont la force, bah, les Européens se sont couchés, et maintenant, les produits d'Europe importés là-bas coûtent cher. Alors, c'est ce contrat de confiance qui a créé le lien entre la richesse et la visibilité. Et cette visibilité, elle est essentielle pour faire des affaires, pour avoir des emprunts, pour avoir des clients. L'honneur seul pousse à l'expansion. Et donc, comme l'échec devient honteux, on devient arrogant. Hein, c'est ce qu'on déteste chez Trump, mais il est un peu obligé de devenir comme ça, de toujours se montrer gagnant, parce que l'échec lui est interdit à son niveau. La réputation devient cumulative, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un moment où l'affection devient compliquée parce que il faut la compter. Et c'est pour toutes les questions des sondages qu'on nous bassine à longueur de temps, c'est pour compter l'affection, compter l'attachement des gens, et cette affection vient s'accumuler, et ça fait une sorte de marchandisation des gens, et qui est aussi très rejetée par rapport à la population. Enfin, il y a une forme de compétition permanente. Comme les places sont dures à tenir, on est obligé d'écraser le faible. C'est la critique de l'ultralibéralisme qui laisse aucune chance aux faibles et qui écrase les gens dans la souffrance. Mais avec un contrat de confiance, le prêt permet de franchir un cap, certes, mais il s'efface après le remboursement. Quand vous prenez un prêt à un puissant comme par exemple des mineurs de charbon pour Trump, même si le prêt est remboursé, il y a une dette qui est latente. L'identité, quand il y a un contrat de confiance, l'identité de la personne est conservée, c'est-à-dire qu'il est préservé dans le temps, et en fait, il a juste, voilà, on a emprunté là-dessus, on a fait telle chose, on a remboursé, on est resté nous-mêmes. L'argent doit servir donc à une vie réelle, à des productions utiles, et c'est cette responsabilité-là qui limite l'expansion. La confiance prise sur l'extraction, c'est-à-dire l'extraction des ressources, et là il y a une responsabilité aussi envers la nature. Donc en conclusion, ce contrat de confiance, c'est nous, la population, qui la donnons à nos puissants. C'est votre confiance dans les chaînes de commandement, par exemple à Auchan ou à Leclerc, ou dans tel producteur d'énergie, dans tel producteur de fruits et légumes. C'est votre confiance qui leur donne du pouvoir. Et donc, si vous réfléchissez à qui vous faites confiance, c'est ceux-là qui vont être les puissants de demain. Encore plus dans une démocratie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sujet assez compliqué, j'espère avoir démêlé, d'avoir mis un cran supplémentaire à la poésie qui est souvent associée à ce thème-là. N'hésitez pas à commenter, à témoigner. À très bientôt, au revoir.